Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Numérisation des opérations de distribution des intrants agricoles. L'invention d'un jeune Guinéen sera valorisée. Elle promet un effet positif sur les rendements des agriculteurs. Ouverture à Conakry ce matin des travaux du symposium international sur la logistique militaire. 23 pays prennent part à cette rencontre. Ces travaux d'échange d'expertise sur la logistique militaire vont durer 4 jours. Clap de fin à Conakry de la deuxième édition de la phase continentale du trophée IHF Série Filles avec la participation de 8 pays. Un succès pour le Nigeria et le Sénégal qui se qualifient. La Guinée classée deuxième garde son ticket de qualification. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce journal que nous ouvrons sur ce message départ adressé à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Majesté, la commémoration du 20e anniversaire de votre accession au trône m'offre l'heureuse opportunité de vous adresser les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. Vos nombreux et inoubliables visites dans la sous-région ouest africaine en général et dans notre pays en particulier ont été une occasion de resserrer les historiques liens d'amitié, de solidarité et de coopération existants si heureusement entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée. Je tiens à vous raffermir ma volonté de contribuer à imprimer une nouvelle dynamique une nouvelle dynamique à cette coopération multidimensionnelle au bénéfice de nos populations respectives. Je voudrais adresser mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de longévité à votre majesté et votre famille, de même que ceux de progrès continu au peuple frère marocain. Veuillez croire, majesté, en l'assurance de ma haute considération. Conakry, le 30 juillet 2019, est signé professeur Alpha Condé, président de la République. Les pèlerins guinéens poursuivent leur pèlerinage au lieu saint de l'islam. Ils ont visité ce mardi le site de Ouloud, théâtre du combat entre l'armée du prophète et les mécréants de la Mecque. Mohamed Sanko, Adi Kamara et Fodé Niagasola Keita sont nos envoyés spéciaux. C'est le 4 août prochain, en principe, que le dernier convoi des pèlerins guinéens doit quitter Conakry pour les lieux saints de l'islam. Déjà, sur les 8000 pèlerins enregistrés pour le Hajj 2019, les 6000 sont déjà arrivés à Médine. Ici, toutes les dispositions sont prises pour l'accueil et l'hébergement des pèlerins. C'est pour la première fois que je viens à la Mecque. Mais je suis très heureux d'être ici en Arabie Saoudite. Et je suis, il faut le dire, satisfait de l'organisation. Le pèlerinage de cette année a été préfinancé par le gouvernement guinéen sous la férule du professeur Alpha Condé, président de la République. L'idée est de soulager les pèlerins guinéens, contrairement aux années précédentes. Nous avons des personnes qui se perdent. Nous avons des personnes qui ne sont pas habituées à un monde, et que certains pensent qu'ils ont perdu la mémoire. Il y a d'autres qui sont fatigués. Parce que nous avons des personnes âgées, les gens trichent sur leur âge. Dans la mesure où la personne est malade, l'équipe médicale présente de Dunia, nous essayons de soigner la personne à notre niveau. Mais dans certains cas, quand ça dépasse nos compétences, par exemple des complications cardiaques, neurologiques, etc., nous les référons sur les cliniques. Comme on le voit ici, les recommandations issues des journées de concertation sur les âges commencent à produire ses effets tant en Guinée qu'au lieu saint de l'islam. Parlons de la protection de l'environnement. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a montré son engagement dans la protection des ressources naturelles à Dubrika. Pour lui emboîter le pas, des fonds sont remis aux ONG retenus pour poursuivre les activités de reboisement. Près de 3000 hectares seront restaurés au compte de l'initiative présidentielle. Mamadou Alpha Barry. Après le lancement officiel de la campagne de reboisement sur toute l'étendue du territoire national, l'heure est au premier paiement des ONG retenus. Pour cette première phase, 60% des montants annoncés sont débloqués. Dans les régions de Kindia, Mamou, Labé, Kankan, Zérékoré et Farana, les ONG reçoivent les moyens leur permettant de continuer le travail sur le terrain.
À Mamon, par exemple, 292 500 000 francs guinéens sont mis à la disposition des ONG pour les 45 hectares prévus pour la préfecture. Ils attendaient ça. Certains déjà ont commencé à planter, mais l'argent manquait. Puisque nous avons l'argent, on a déposé l'argent à leur niveau, dans ce sens. Certains ont déjà commencé avant l'argent. Puisque l'argent est venu, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour faciliter le travail. Cette année, 1650 hectares, voire le double, seront restaurés par le gouvernement. Au-delà de la remise des fonds, des échanges techniques entre acteurs permettent d'améliorer le choix des plants, entre autres. Parmi maintenant ces essences généralement qui étaient retenues ici dans le cadre de reboisement, le Mélina est une essence qui était vraiment très prisée parce que c'est une croissance, essence à croissance rapide. Bon, mais il se trouve aujourd'hui qu'elle est très appétée par les bœufs, par les chèvres, les moutons. Donc, si bien, pendant la saison de reboisement, les ONG s'impliquent, on reboise, mais dès que la saison sèche approche et que les éléments se raréfient, ce sont ces mêmes petits ruminants et ces gros ruminants qui fouillent énormément la forêt à la recherche vraiment de nourriture. Et dès qu'ils rencontrent ces essences qui sont vraiment très prisées pour elles, ils les mangent. Considérée comme la région la plus touchée par la déforestation, la Guinée forestière aura le plus gros lot. 600 hectares de zones dégradées seront reboisés dans la première région forestière du pays. Tout le monde sait que cette région du sud, c'est la région forestière. C'est la plus exploitée, elle mérite de grandes activités de reboisement, de restauration, ne serait-ce qu'en termes de compensation. Donc c'est pourquoi la grande superficie a été allouée à Zéro Corée. Quelques jours après, une autre mission de contrôle se rendra sur les sites reboisés ou en cours de reboisement pour un premier constat. Le paiement des 40% restants dépendra aussi des premiers résultats obtenus conformément au cahier de charge. Après ce reportage de Mamadou Alpha Baldé, on en vient à la coopération Guinée-Banque mondiale dans le domaine agricole. Une démarche de numérisation des opérations de distribution des intrants agricoles se met en place. L'intervention des jeunes Guinéens sera bientôt valorisée par le programme de productivité agricole. L'objectif est de sécuriser les subventions que l'État apporte aux producteurs. Fodé Camara nous signe ce reportage. Aguerri par 12 ans d'expérience professionnelle aux États-Unis, la quarantaine révolue, Muntaga Keita, le directeur général de Tulip Industries, est de retour au bercail. Dans la commune de Ratoma, précisément à Somfonia, ce jeune inventeur et son staff confectionnent de la soudure à l'électronique, des bornes interactives autonomes. Déjà, un accord cadre est signé avec la Banque mondiale pour développer le digital par la mise en place d'une plateforme pour la distribution électronique des semences, la facilitation de l'accès aux services agricoles et la télésurveillance. Ce projet fait partie du projet WAP exactement entre la Banque mondiale et le ministère de l'Agriculture. C'est le projet aujourd'hui aussi qui me tient à cœur. Très récemment, j'étais sur le projet médical, mais ils sont venus avec certains problèmes et ils ont expliqué les problèmes qui se passent en milieu rural. Et vous savez bien, nos ruraux représentent 70% de notre population. Alors immédiatement, Tulip s'est attelé en très peu de temps à trouver des solutions, mais des solutions durables, des solutions pérennes qui permettront aussi de générer des revenus plus tard. Le e-voucher permet par exemple aux cultivateurs de s'enregistrer très rapidement et de recevoir leurs intrants très rapidement, en fait de fluidifier tout le système mis en place chez les agriculteurs aussi. Cette révolution numérique Made in Guinée est un modèle à vulgariser, surtout en milieu rural où l'accès aux nouvelles technologies reste encore un défi. Nous sommes à Conakry. Conakry, c'est une ville où nous avons beaucoup plus de lettrés, d'accord, mais 70% de notre population est en milieu rural. Il faut penser à eux. Il faut penser à des systèmes en langue nationale aussi, dont le digital pour eux, à une borne commune, une borne qui permet à ceux qui n'ont pas de smartphone, ceux qui n'ont pas de laptop, ceux qui n'ont pas de tablette, d'aller sur cette borne publique
et d'avoir un service public, d'avoir un service réel et dans la langue locale qu'ils choisissent, en Soussou, en Peul, en Malinké, en Guérzé, et nous allons ajouter encore beaucoup plus de langues de la forêt et d'autres langues dedans. Amorcé par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest du ministère de l'Agriculture, cette dynamique de digitalisation de l'agriculture s'affiche comme une solution durable, une solution qui valorise les compétences locales, dont l'ingéniosité sort des frontières guinéennes. Ça m'a fait grand plaisir de venir ici, de voir ce que Tulip a créé. Et quand même voir un projet et un produit d'autres technologies made in Africa. Quand même ça nous rend tous très fiers. Depuis l'avènement de la Troisième République, la modernisation de l'agriculture occupe une place de choix dans l'agenda du gouvernement. En plus de la distribution électronique des intrants par le système e-Voucher, une plateforme innovante permet aujourd'hui de faciliter la mécanisation agricole. En cette période de grande pluie, plusieurs points de la voirie de la capitale Conakry annoncent des signes de dégradation très poussés. Pour corriger ces imperfections, une mission de contrôle du département en charge des travaux publics sillonne les chantiers. Ansoumane Toumani Camara. Première étape de cette visite de terrain, le rond-point de kilomètre 36. Mise en usage provisoire il y a seulement quelques mois, cette autre voie d'accès de la capitale est totalement dégradée aujourd'hui. Les couches de bitume de la chaussée ont cédé la place à la boue et aux trous. Un constat amer pour le ministre des Travaux publics. Je dois avouer que nous ne sommes absolument pas du tout satisfaits de ce qui a été fait. Donc nous allons convoquer l'entreprise dès demain pour une réunion de travail pour voir exactement ce qui n'a pas marché, la mission de contrôle qui était sur le terrain, la situation de la mission de contrôle pour le suivi, parce que c'est la garantie ou la qualité du travail effectué est assurée par cette mission de contrôle. Nous n'allons pas accepter que des millions de dollars, des milliards soient déboursés et que les routes qui sont réparées ne tiennent pas. Partout où les travaux ont été faits et l'on constate des dégradations, nous allons tout de suite, et l'entreprise et la mission de contrôle, les convoquer pour justement tirer au clair ce qui n'a pas marché, ce qui ne va pas. Le ministre des Travaux publics s'est par la suite rendu sur l'éternel chantier de la route Symphonia-Kagbele. Ici aussi, les dégradations précoces sont visibles avant même la fin des travaux. Au niveau de ce giratoire-là, on n'a pas fini la dernière couche. La couche de roulement, c'est elle qui va supporter réellement le trafic, l'agression des roues. C'est celle qui n'est pas faite. Donc si ça tourne sur celle-ci, la couche de base actuellement qui est en grave bitume, c'est ça qu'il y a des dégradations qu'on va réparer parce que avec les grandes pluies, on ne peut plus appliquer pour le moment les arrobés. L'autre problématique de la circulation routière à Conakry demeure la valorisation des routes secondaires pour désengorger les voies principales. Dans la commune de Matoto, parmi ces routes secondaires figure celle qui relie la T4 à la T5 via Wanindara. Et pour améliorer la fluidité de la circulation, le ministre des Travaux publics ordonne la réfection imminente de ce tronçon entre les transversales 4 et 5. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était récemment dans la préfecture de Forêt-Caria où il a procédé au lancement des travaux d'une série d'infrastructures. Occasion pour Dr Ibrahima Kassory Fofana d'échanger avec les populations rurales des zones visitées qui adhèrent à cette initiative présidentielle. Ousmane Bangora. Une des communes rurales de Forêt-Caria, située à 85 km du centre-ville. Cette localité vient de bénéficier de l'attention du gouvernement sous le leadership du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ici, Dr Ibrahima Kassory Fofana lance des travaux de construction de la mairie, du foyer des jeunes et un point d'adduction d'eau. Ce programme de l'Agence nationale de financement des collectivités rassure les populations à la base. Dans cette dynamique, le Premier ministre s'est rendu successivement dans les localités de Farmoria, Sirourou, Moussaya et Senkine. Partout, Dr Ibrahima Kassory Fofana a procédé à la pose des premières pierres de la construction des infrastructures d'intérêt communautaire, gage de tout développement. Ces actions de l'ANAFIC qui viennent s'ajouter aux multiples réalisations, nous disons merci
à ce gouvernement de développement. Les citoyens et citoyennes de Sigrou réaffirment une fois de plus leur totale adhésion aux idéaux du professeur Alpha Condé et la continuité de son projet de société qui est en très bonne voie et apprécié par tout le peuple de Guinée. Au jour d'aujourd'hui, tous nos districts et même certains secteurs sont dotés d'infrastructures scolaires, dont la dernière en date à l'extension du lycée-collège réalisé en 2018 par le PACD 3 à Moussaya Centre. Ici, sous les pieds du mont Benna, malgré la forte pluie qui s'est abattue sur Forcaria, les populations sont sorties massivement pour exprimer leur adhésion au programme de l'Agence nationale de financement des collectivités. L'institutionnalisation d'un mécanisme durable de financement des collectivités par le gouvernement et spécialement par le professeur Alpha Condé est la base pour la décentralisation et le développement local. On a transféré des compétences aux collectivités. Elles sont en train de mettre en place, d'exercer ces compétences. Mais si on ne met pas les ressources à leur disposition, c'est des problèmes qu'on leur a transférés. C'est pourquoi le gouvernement a accepté de doter de 15% des recettes minières toutes les collectivités de Guinée pour qu'elles puissent accomplir le développement local de leur localité. Le gouvernement Kassori est résolument engagé à soutenir ces initiatives présidentielles en vue de réduire considérablement la pauvreté et lutter contre l'exode rural. Autre sujet d'actualité, les projets de développement engagés dans l'arrière-pays ne cessent de marquer positivement le quotidien des populations. À Kissidougou, le président de l'Assemblée nationale a mis son séjour à profit pour communier avec les populations à la base. Une population qui a exprimé sa satisfaction suite aux différentes réalisations dans la localité. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. Accueil chaleureux pour le président de l'Assemblée nationale à Kissidougou. Depuis Barando, la rentrée de la commune urbaine jusqu'à Korodou, en passant par le centre-ville, les populations se sont massivement mobilisées pour témoigner leur satisfaction face au projet de développement réalisé dans la préfecture. Tout au long du trajet, les populations ont ovationné l'honorable Claude Kourikondiano. C'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour nous. Quand il vient à Kissidougou, il est de notre devoir de faire une forte mobilisation, que si tout le pays est derrière lui aujourd'hui, Kissidougou doit être le numéro 1 à le soutenir. Cette mobilisation, c'est aussi la preuve de l'union entre Bemakissi et Dompilo. Les deux structures se sont donné la main pour accompagner le parti au pouvoir dans la réalisation de ces projets de développement. L'unité est retrouvée grâce notamment à l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale. C'est l'enthousiasme, c'est la joie, c'est l'euphorie totale. Et indéfectiblement, nous sommes liés à vous, à votre autorité et à l'autorité du président de la République pour jamais. Depuis la rédaction, au cimetière de l'église catholique Saint-Louis, le président du Parlement et sa suite se sont recueillis sur la tombe de Paul Keita, ex-maire de la commune urbaine, décédé le 27 juin dernier. Un mois après cette disparition, la douleur et la consternation sont toujours vivaces à la maison mortuaire. Politique, une cinquantaine de militants du PADES démissionnent et rejoignent le RPG Arc-en-Ciel pour apporter leur soutien au parti au pouvoir. Du bureau politique du PADES, une cinquantaine de militants rejoignent aujourd'hui le RPG Arc-en-Ciel. La cacophonie à la tête du parti à travers l'existence de 3 coordinations en violation manifeste des textes qui régissent son fonctionnement, l'absence d'un bureau politique national après 2 ans d'existence sont entre autres manquements au sein du PADES qui font immigrer ces hommes et femmes vers le parti au pouvoir. Plusieurs dysfonctionnements et violations des textes par les premiers responsables nous paraissent suffisants pour ne plus nous sentir concernés
par de nombreuses incohérences qui caractérisent la gestion de ce parti. Quant aux motivations de notre adhésion à la mouvance présidentielle, retenez que nous avons été impressionnés par le résultat élogieux obtenu par la gouvernance du professeur Alpha Condé en si peu de temps, malgré les contextes sanitaires, économiques et politiques très difficiles. Le projet de société du professeur Alpha Condé et de son gouvernement prend en compte la préoccupation de tout le peuple de Guinée, en particulier les jeunes et les femmes. À travers cette conférence, le RPG Arc-en-Ciel, qui s'apprête à recevoir ses nouveaux militants le samedi prochain à l'occasion de son assemblée générale, se réjouit déjà de cette décision qu'il juge noble. Aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée qui est en train de donner raison au professeur Alpha Condé pour la justesse de sa vision de la Guinée. Et si vous avez remarqué, depuis pratiquement un bon moment, l'opposition se vide tous les jours. Et ce n'est pas parce que les gens ne sont pas constants, mais c'est parce que les gens comprennent que la vision du professeur Alpha Condé est la mieux indiquée pour développer. Ouverture ce matin à Conakry des travaux du symposium international sur la logistique militaire, une rencontre majeure qui enregistre la présence de 23 pays. Ces spécialistes ont 4 jours pour aborder plusieurs questions thématiques. C'est une initiative du département de la défense américaine à travers son commandement militaire pour l'Afrique. Sergent-chef Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. La Guinée accueille le symposium logistique multilatéral avec pour thème principal le métier de logistique. L'événement réunit les leaders seniors des armées africaines en la matière, venus de 23 pays dont la Guinée. Il est organisé par le département de la défense américain à travers son commandement militaire pour l'Afrique, AFRICOM. Les États-Unis sont déterminés à travailler avec les partenaires africains pour assurer la sécurité régionale. En Guinée, nous avons insisté pour la formation et l'équipement des forces de maintien de la part guinéenne servant au Mali, former le groupement des forces spéciales nouvellement créées, soutenir la marine guinéenne, renforcer les services de santé dans le domaine de la biosécurité et enfin engager des fonds pour l'éducation et la formation d'officiers de l'armée guinéenne dans l'institution militaire américaine aux États-Unis. Cet événement se tient au moment où de nombreux défis sécuritaires se posent aux nations du monde et celles de l'Afrique en particulier, d'où la nécessité pour les États-Unis de voler au secours des pays africains. La mutualisation des efforts à travers la coopération militaire dynamique doit entraîner une véritable montée en puissance de nos forces armées nationales comme nos États l'ont toujours sollicité. Plusieurs thématiques seront abordées durant les 4 jours de travaux. Il s'agit de comprendre les défis et les exigences en matière de logistique, examiner les concepts logistiques pour aider à professionnaliser les forces logistiques des armées africaines en vue de déterminer les priorités de collaboration régionale et de soutien logistique mutuel. Dans le même dossier, sécurisation des frontières, la question fait aussi l'objet d'une formation des agents de sécurité basés à l'aéroport de Conakry et dans d'autres frontières du pays. L'objectif est de moderniser le bureau central national Interpol et l'extension du système de communication sécurisé au niveau des frontières. Reportage Alpha Essiagaba. La Guinée renforce la capacité opérationnelle des services de sécurité au niveau des frontières. Plusieurs personnes issues des services de sécurité du pays apprennent des techniques de lutte contre la cybercriminalité, le trafic des migrants, le blanchiment des capitaux, la prolifération des armes légères et des petits calibres. La modernisation du BCN ainsi que l'extension du système de communication sécurisé I-24/7 aux frontières importantes et aux autres services avec l'application de la loi sont des acquis majeurs dans notre lutte quotidienne contre le crime. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité. La formation des agents chargés de faire appliquer la loi dans les frontières et leur équipement est un autre volet du projet. Depuis son lancement, de nombreuses réformes sont intervenues dans le secteur. Ce projet vient renforcer nos capacités d'intervention, de renseignement, d'analyse, mais aussi
de réaction rapide à toute situation criminelle pouvant se passer à nos frontières, car nous savons aujourd'hui que la sous-région est agitée par des menaces terroristes, des activités de clandestins, de migrants et d'autres tares qui préoccupent toute la communauté internationale. La formation des agents de sécurité aéroportuaire est assurée par l'Organisation internationale de la police criminelle. Elle va permettre aux services de sécurité de pouvoir barrer la route aux faussaires et lutter considérablement contre la criminalité transfrontalière. Et puis cette décision de la chancellerie sur la décence des vêtements des femmes en milieu professionnel, le dress code de ce département est de s'habiller de façon adéquate et certainement pas de manière provocante. Cette mesure verbale du garde des Sceaux est cependant bien appréciée par certains travailleurs au sein du département de la justice qui voient par ce geste une opportunité de retour aux valeurs culturelles. Tcherno Younoussaba. Le port de certains habits est-il interdit à la chancellerie ou au siège du ministère de la Justice? La réponse est oui. La mesure met en cause une catégorie d'habillement comme des pantalons collants qui mettent en évidence les rondeurs féminines. Les mini-jupes, les décolletés et autres accoutrements indécents sont inadmissibles depuis juin dernier. Cette mesure interne du ministre de la Justice exige de ses collaboratrices des accoutrements respectueux de nos mœurs. Il n'a pas parlé de pantalon. Il a parlé juste des collants qui exposent complètement la nudité de la femme. Donc c'est ce qu'il a fustigé et il a interdit dans ce ministère. La façon dont certaines femmes sont habillées dans les bureaux, cela ne l'a pas convaincu. C'est à ce sujet qu'il en a parlé. Il a parlé sans vraiment prendre un acte quand même officiel par rapport à ça. Cette consigne administrative semble bien porter fruit, car au ministère, plus de la moitié des femmes rencontrées sont en tenue africaine. C'est le cas de Mme Souadou Diallo, une dame qui salue d'ailleurs la mesure. Cela a été une bonne chose, cette interdiction, parce que quand une femme s'habille avec des pantalons serrés, avec des bodys qui ressortent les seins, vraiment c'est dérangeant. Et normalement, une femme peut porter un pantalon, mais avec un haut au moins long qui dépasse même les genoux. Là, tu es correctement habillé. Ça ne dérange pas. Mais quand c'est les bodys et les pantalons serrés, les collants, vraiment on ne peut pas aller avec ça au service ou alors en classe. Cette règle axée sur le mode vestimentaire chez les femmes est jugée particulière par de nombreux citoyens. Elle continue à alimenter les débats et de faire du buzz dans la cité. La Guinée, à l'instar des autres pays du continent, célèbre demain le 57e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes. Cette plateforme féminine a joué un rôle de première place dans la décolonisation des pays africains. Pour cette édition 2019, l'accent est mis sur la consolidation de la paix. À propos, on écoute la déclaration de la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance au micro de Mohamed de Camara. Par rapport à sa mission première, il est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique a des raisons de se féliciter de la réalisation en grande partie de l'objectif majeur qu'aura été la décolonisation à laquelle les femmes ont pris une part très active. Les femmes ne doivent pas rester en marge du processus. Elles doivent occuper une place de choix et jouer un rôle de premier plan à l'image de nos dévancières. Dans cette perspective, l'Afrique a besoin d'un climat de paix et de sécurité, gage certain pour son développement harmonieux et durable. En ce jour de souvenir, mes pensées vont à toutes nos dévancières qui ont consenti d'énormes efforts et beaucoup d'énergie pour le rayonnement de cette organisation à travers la participation des femmes à l'atteinte des nobles idéaux des leaders africains pour la défense de l'indépendance et de la souveraineté africaine. Au nombre de ces pionnières, je voudrais citer
notre compatriote Feu Hadja Jeanne Martin Cissé, qui a été la première femme à assurer la présidence de l'institution dès sa création, démontrant ainsi le rôle primordial que la Guinée a joué dans l'émancipation de l'Afrique tout entière. Sport, fin de la deuxième édition de la phase continentale du trophée IHF. La compétition en série filles a regroupé les équipes venues de 8 pays des 7 zones. À l'arrivée, c'est le Sénégal et le Nigeria qui se qualifient, même si la Guinée, classée deuxième en cadet, garde encore sa chance de qualification pour les challenges mondiaux. Reportage Kabafodé. Pendant 5 jours, Conakry a vibré au rythme du handball africain. Les équipes féminines cadettes et juniors de 8 pays de différentes zones de compétition ont pris part à la phase continentale 2019 de l'EH Trophy au gymnase du stade du 28 septembre. Le tournoi de Conakry, qualificatif pour le challenge mondial, a enregistré le sacre du Nigeria chez les cadettes et du Sénégal en vert qui a battu en finale le Cameroun chez les juniors. On savait que c'est une équipe qui jouait beaucoup sur l'agressivité, sur les duels, avec une certaine rapidité dans le jeu. Alors, avec un métronome. Et lorsqu'on a réussi à mettre de côté le métronome, alors les autres n'ont pas pu suivre le jeu. Ce qui fait qu'on les a attendus en bas en défense et on a profité de leur perte à balle pour aller rapidement en attaque. Comme dans toute compétition, il y a toujours dans un match un vainqueur et un vaincu. Donc les deux équipes sont deux bonnes équipes. Elles se sont neutralisées et à la dernière seconde on a perdu le match. Je félicite le Sénégal qui a gagné le match. Ces deux vainqueurs, au terme des résultats sur le terrain, devront représenter l'Afrique, sauf que le Nigeria risque de se faire éliminer au profit de la Guinée, classée deuxième pour fraude sur l'âge de 3 joueuses. Une opportunité pour la zone 2 qui devra présenter 2 équipes. C'est une équipe que l'équipe de Guinée connaît très bien. Ça fait combien d'années on joue? Nous, on les a battus en cadet pour se retrouver à cette catégorie en phase continentale. Et ils ont battu en junior en finale. Donc ça fait 4 ans, c'est vice-versa. On gagne en cadet, ils gagnent en junior. On gagne en junior et gagne en cadet. Donc moi, je me dis que ça va être beau pour que ces deux équipes de la zone 2 se retrouvent au challenge mondial. Mais c'est pas... On laisse les techniciens travailler. Le choix de la Guinée pour abriter l'événement s'explique par l'expression de la volonté et l'engagement des autorités sportives du pays à promouvoir cette discipline et l'essor pris ces derniers temps par le handball guinéen sur le continent. La phase continentale IHF Trophy terminée, un autre défi relevé par la Guinée à travers la Fédération guinéenne de handball qui se prépare pour d'autres challenges. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et passé de bons moments en compagnie des programmes de la télévision nationale. À très vite.